La promesse du développement personnel, c'est de dire qu'en travaillant sur nous-mêmes, on aurait tous la possibilité d'être plus heureux. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. La plus grosse source d'auto-sabotage, c'est les croyances que tu as acceptées. Il y a des gens qui responsabilisent les événements extérieurs à leur propre capacité, volonté. Je me suis créé mon cancer avec une énorme part d'émotionnel. Si je comprends bien, tout est une question d'état d'esprit, quoi. T'as une flèche que tu te prends à cause des événements extérieurs, etc., à cause de ce que tu subis et tout, et t'as une flèche que tu te mets toi-même. Imagine que tu te lances à fond dans une démarche de développement personnel en suivant tous les meilleurs conseils. À ton avis, est-ce que tu finiras vraiment par être plus heureux? Eh ben, c'est exactement la question que s'est posée Aiko Royer-Galante, un chercheur qui est allé à la rencontre des adeptes de David Laroche, un des coachs les plus influents en France. C'est pas les cartes que t'as qui comptent, c'est comment tu joues avec. Alors, si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai plutôt l'habitude de critiquer les arnaques de certains gourous ou les dangers de certaines théories pseudo-scientifiques. Eh ben, cette fois, on va s'intéresser à un angle mort de toutes ces réflexions, les personnes qui, de bonne foi, entreprennent un travail sur elles-mêmes pour essayer d'aller mieux. Je vais donc vous raconter l'histoire d'Adélaïde, une institutrice et mère de famille qui s'est lancée dans une démarche de développement personnel de manière très minutieuse et qui considère aujourd'hui que le coaching de David Laroche l'a sauvée. Il m'a un peu sauvé la vie. Inspire, expire, et juste ressens ce qui se passe. On vient de fusionner des dimensions de toi qui attendaient que ça de fusionner. Alors si ça permet à des gens d'aller mieux, est-ce qu'on a tort de critiquer le développement personnel? Est-ce qu'il y aurait finalement pas du bon dans tout ça? Ou bien au contraire, est-ce qu'il faut absolument rester intransigeant en considérant que ces adeptes se font forcément manipuler? Eh bien l'histoire d'Adélaïde va nous aider à trancher tout ça. Tout d'abord, moi je me suis inscrit dans différents groupes de développement personnel sur internet, enfin sur Facebook précisément. Ensuite j'ai posté des messages, certaines personnes m'ont répondu et étaient partants du coup pour raconter leur vécu, leur usage du développement personnel. La vidéo d'aujourd'hui s'appuie donc sur le travail du chercheur Aiko Royer-Galante. Il a recueilli des témoignages de différents adeptes de David Laroche qu'il a ensuite analysé avec les outils de la sociologie. Moi c'est une sociologie qualitative, donc à l'aide d'entretiens notamment. Et j'ai interrogé pendant 2, 3, 5, parfois pendant plusieurs fois 5 heures de suite des personnes qui m'ont raconté leur trajectoire, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit résidentielle. Et moi ensuite je vais analyser finalement ces récits de vie pour analyser la place du développement personnel dedans. Et parmi les gens qui ont accepté de répondre à cette enquête, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'Adélaïde. D'abord parce que je l'ai trouvée particulièrement touchante, mais aussi parce que je pense qu'elle raconte quelque chose d'universel. En fait, quel que soit ton rapport au développement personnel, tu vas voir qu'il y a de grandes chances pour que tu te reconnaisses dans son histoire. Alors, le premier truc qui a retenu mon attention dans l'histoire d'Adélaïde, c'est qu'elle compare son enfance à la série des années 70, La Petite Maison dans la Prairie. Alors, en effet, elle a grandi dans un petit village de campagne où tout le monde se connaît. Elle raconte d'ailleurs avec beaucoup de tendresse ce souvenir de sa petite école dans laquelle tous les enfants étaient regroupés dans une seule classe, au point qu'elle va elle-même vouloir devenir institutrice. Du coup, elle va déménager en ville, se marier, puis avoir 2 enfants. Dans sa famille, ce parcours sera vécu comme une ascension sociale. Le problème, c'est qu'en arrivant en ville, Adélaïde ne se sent plus vraiment à sa place. Elle a le sentiment d'avoir été déracinée de sa campagne. Et en plus de ça, la réalité de son métier est bien loin de l'image idéalisée qu'elle s'en était faite. Affectée dans une école primaire de quartier, elle se retrouve face à des élèves en décrochage scolaire qui se battent régulièrement ou bien se courent après avec des ciseaux. Et elle a du mal à supporter toute cette violence. Je pleurais tous les soirs quand je rentrais chez moi. Sauf que quand elle rentre chez elle le soir, malgré ses larmes, c'est une autre journée qui commence pour elle. Elle s'occupe du repas, de la maison et des enfants. Ce que les mouvements féministes et certains travaux de recherche appellent la double journée de travail liée au travail domestique, encore très souvent laissé à la charge des femmes. Et puis mon chéri me reprochait de parler de l'école et de pas bien le vivre. Du coup j'ai fini par plus lui en parler pour pas le saouler. Mais en fait on partageait plus rien. Du coup ça allait pas bien avec lui non plus et du coup avec les gamins c'était pareil. On vivait à côté mais on n'était plus ensemble au final. Alors Adélaïde ne peut pas démissionner ni même vraiment changer de travail puisque toute l'organisation familiale repose sur son emploi. Elle tentera bien de trouver des solutions en postulant à des formations professionnelles ou en demandant à passer à temps partiel, mais tout ça lui sera refusé. Ses pleurs se transforment progressivement en silence et Adélaïde se sent de plus en plus coincée. Épuisée par la violence de son travail, le manque de soutien de son mari et l'éducation de ses enfants, elle commence à être envahie par des pensées suicidaires.
T'as des enfants, tu te dis, c'est très bien que tu veux pas te suicider, quoi. Enfin, tu peux, mais t'as pas envie de le faire, donc voilà. Et c'est à ce moment-là, au détour de publications sponsorisées sur Instagram, qu'il va faire son apparition comme une sorte de phare dans la nuit. Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que t'es en pleine forme. Inspire, expire. Et juste ressens ce qui se passe. On vient de fusionner des dimensions de toi qui attendaient que ça de fusionner. Et plus vous entraînerez, plus vous créerez le muscle de prendre conscience de plus en plus tôt de ce qu'il est en train de se jouer. Mais si je vis la vie qui me correspond pas, si je m'occupe d'un arbre qui est pas le mien, comment je peux être confiant ? David Laroche est donc une des figures les plus influentes du développement personnel sur l'internet français. À la fois conférencier, entrepreneur et coach, il est connu pour ses vidéos de motivation et ses formations destinées à regagner confiance en soi. Et Adélaïde va se reconnaître dans cet ancien timide qui a surmonté ses pulsions suicidaires pour reprendre sa vie en main. J'osais pas lever la main en cours quand je le pouvais, j'osais pas créer mon entreprise, j'osais pas aborder une femme qui me plaît. Et ce qui m'a amené d'ailleurs à me poser des questions de est-ce que je vais pas mettre fin à ma vie, est-ce que je vais pas me suicider ? Et de l'entendre dire moi je suis passée par là, je me suis dit ok, soit je le fais et je pars, soit je trouve des solutions. Et en fait je pense que c'est lui qui m'a mis dans ces rails là en disant ok, tu vas pas bien, mais tu fais quoi maintenant pour aller mieux ? Pour comprendre comment le développement personnel parvient à nous séduire, Heiko Royer-Galante propose la notion de désajustement. Le désajustement, c'est l'idée qu'il y aurait un décalage entre nos dispositions et la situation vécue. Autrement dit, la manière dont tu as été éduqué et sociabilisé ne te permet pas de faire face à la situation que tu es en train de vivre. C'est typiquement un phénomène qu'on peut observer chez des gens en exil, chez des immigrés, ou bien chez des gens comme Adélaïde qui ont changé de milieu social. Et en fait, cette notion de désajustement, Heiko Royer-Galante a pu l'observer chez tous ses enquêtés. Si l'un d'entre eux est séduit par le coaching entrepreneurial qui lui permet de faire face à la violence du monde de l'entreprise, une autre va écouter David Laroche pour regagner confiance en elle après un divorce, ou encore un autre pour reprendre sa vie en main après une période de délinquance. Et on peut enchaîner les exemples, puisque dans son podcast Paradoxe, où David Laroche reçoit des personnalités de la télé ou de l'entrepreneuriat qu'il considère comme inspirantes pour son audience, j'ai remarqué qu'il allait toujours chercher à identifier ce type de désajustement chez ses invités. Chez Gad Elmaleh, il creuse comment sa carrière dans le spectacle l'a poussé à rompre avec son origine modeste au Maroc. Chez Clara Morgan, comment son origine familiale puritaine l'aurait amené vers une carrière dans le porno. Et chez Caroline Receveur, comment on peut vivre avec un cancer quand on est une personnalité publique dont le physique est particulièrement scruté. Tu vois, ça m'inspire de te le dire, par rapport au cancer et la manière que tu as eu d'être résilient, d'en parler aussi publiquement. Donc, on peut retenir que cette notion de désajustement est centrale parce que c'est justement à ce désajustement que le développement personnel va permettre d'apporter des réponses. Quand Adélaïde découvre David Laroche, elle est à fleur de peau à cause de la situation difficile qu'elle est en train de traverser. Et en fait, elle apprécie avant tout ces contenus qui lui permettent d'apprendre à gérer ses émotions. Elle le considère comme une sorte de présence rassurante qu'elle peut mobiliser dans les moments de difficulté. Écouter David, c'était aussi pour moi mettre une personne positive dans ma vie, tu sais, comme s'il faisait partie de mon entourage. J'imagine que ça vous arrive d'avoir de la peur, de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'enthousiasme, de l'amour, de la confiance, du dégoût, du dédain, bref, on a une palette et une richesse d'émotions. Puis, progressivement, David Laroche finit par trouver une place dans sa routine quotidienne. Elle va suivre ses wake-up calls, elle l'écoute en faisant les tâches ménagères ou bien lors de ses déplacements en voiture, et il va même finir par remplacer certaines de ses soirées Netflix. Bon alors, j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir déjà regardé des vidéos ou lu un livre de développement personnel. Et pour la grande majorité des gens, c'est un peu comme des bonnes résolutions. On pioche un peu ce qui nous arrange sans grande conviction pour se donner bonne conscience. Et là, Adélaïde, elle est en train de dépasser ce stade. Elle ne se contente plus d'écouter ça d'une oreille lointaine, elle rentre dans ce que Heiko Royer-Galante considère comme une démarche de transformation de soi. Elle va notamment commencer à remplir des carnets pour faire le bilan de sa journée ou bien quand ça ne va pas, et même dédier un temps de sa journée à sa pratique du développement personnel. Concrètement, elle va se lever à 5h du matin, réaliser une demi-heure de sport et écrire un peu et écouter des audios inspirants. Si j'arrive à prendre un pas de recul et que je me dis ce mec-là m'aide à m'aimer, ce mec-là m'aide à mieux communiquer, ce mec-là me fait grandir. Dans un essai de 1929, la romancière Virginia Woolf propose le concept de chambre à soi, considérant que sans un lieu où elles peuvent créer sans être dérangées, l'émancipation des femmes est impossible. Heiko Royer-Galante fait l'hypothèse que grâce à sa démarche, Adélaïde a pu se constituer sa chambre à soi. J'avais 1 heure pour moi toute seule. Et les enfants, ils savaient que le matin, genre le mercredi, je bossais pas. De 5 à 6 heures,
ailleurs, j'étais sur mon roman, mon sport, toutes ces choses-là. Il savait qu'il fallait pas me déranger. Et je pense que ça m'a aidé à m'affirmer, à dire qu'à certains moments, j'avais besoin d'avoir du temps pour moi. Comme pour la grande majorité des personnes de l'enquête, ce type de comportement va commencer à inquiéter les proches d'Adélaïde. Notre enquêtée est alors considérée comme une déviante et une victime par sa famille. Ah, ta secte là, c'est pas un truc réel, tu vas te faire embobiner dans tes trucs. Ces gens-là, ils vont t'arnaquer. Pourtant, si son entourage était sceptique au début, ils vont progressivement estimer être en train de retrouver la Adélaïde d'avant. En fait, le développement personnel n'est pas en train de changer Adélaïde, mais lui permet de réveiller des choses en elle, qui font écho à la manière dont elle a été sociabilisée. Notamment ce fameux souvenir heureux de l'école, son goût pour l'écriture et pour l'introspection. J'ai toujours eu cette envie de comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'on pouvait ressentir en fait, et comment on pouvait s'en sortir. Finalement, elle s'affirme sur le plan professionnel, sanctuarise des moments pour elle sans être dérangée par ses enfants et renoue avec son mari. Par sa démarche de travail sur soi, elle semble progressivement parvenir à agir sur son désajustement et, à l'image de David Laroche, parvenir à se réajuster. Je suis passé, selon ma mère, de léthargique à avoir des milliers de personnes dans des pays où on parle même pas français qui me disent « J'adore ta motivation, j'adore ton énergie ». Bon alors du coup, conclusion, vive le développement personnel et vive David Laroche? Eh ben non, c'est un peu tôt pour conclure ça. Parce qu'après avoir vu le côté positif, il faut maintenant qu'on s'intéresse au revers de la médaille. Quand on raconte notre vie, on a naturellement tendance à sélectionner ou modifier ce qui nous arrange pour se mettre en valeur. C'est ce que les sociologues appellent l'illusion biographique, faire croire qu'une histoire racontée est fidèle à la réalité. En fait, Heiko Royer-Galante observe que cette tendance à se créer son propre storytelling est particulièrement visible chez les adeptes de David Laroche. S'investir dans le développement personnel, c'est développer une compétence à se mettre en récit. C'est devenir des quasi-professionnels du discours sur soi. Il est donc nécessaire de prendre en compte la manière dont est reconstruite rétrospectivement l'histoire de vie. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce storytelling? Eh ben déjà, les enquêtés ont assez naturellement tendance à sous-évaluer l'impact qu'ont pu avoir des facteurs extérieurs qui risqueraient de minimiser le poids de leur travail. Par exemple, dans son récit, Adélaïde n'évoque ni le fait d'avoir été titularisée dans un autre établissement, lui permettant une pratique beaucoup moins conflictuelle de son métier, ni le fait que ses propres enfants aient grandi et qu'elle n'avait plus besoin de leur accorder autant de temps. C'est j'ai réussi grâce à ça, c'est grâce à moi, grâce au travail sur moi-même en fait qu'aujourd'hui je vais mieux. Cette disposition à se mettre en récit en fait, elle leur fournit un capital symbolique dans l'interaction. C'est quelque chose qui peut le rentabiliser en fait. Ensuite, ils ont tendance à oublier ou ignorer les coûts et les sacrifices exigés par leur démarche. Ça peut être des coûts financiers, un enquêté estime par exemple avoir dépensé environ 7000 € dans des formations pour devenir entrepreneur, dont 3200 € pour participer à un séminaire de David Laroche. Ça peut être des coûts sociaux, comme on l'a vu avec le jugement négatif de la famille ou de l'entourage, qui les voit comme des déviants ou des victimes, mais ce sont également bien souvent des coûts non négligeables de temps et d'énergie. Vous vous rappelez quand je disais qu'en rentrant chez elle, Adélaïde devait prendre en charge une double journée de travail? Eh ben, dans son cas, Heiko Royer-Galante invite même à relativiser la dimension émancipatrice du concept de chambre à soi, qui n'est en fait rendu possible qu'au prix d'une 3e journée de travail. Le temps passé à visionner des vidéos, à remplir des carnets, à ordonner des vision boards, à encadrer des citations inspirantes, etc. Tout ça s'ajoute à son emploi en tant qu'institutrice et à sa 2e journée de travail consacrée aux enfants et aux tâches de la maison. Même si Adélaïde arrive à se retrouver, à retrouver certaines pratiques, la fonction objective de cette démarche est aussi de maintenir ses rôles de femme, d'épouse et d'institutrice. Ces journées ont comme conséquence de raccourcir ses soirées. Elle nous dit être couchée à 9h30. Parfois, dans sa routine du matin, le sport était mis de côté car elle était trop fatiguée. Des sacrifices sont aussi effectués. Elle refuse des sorties avec sa meilleure amie. Non, ce soir, j'ai bloqué ma soirée. Je vois David Laroche. Le coaching suivi par Adélaïde sert moins ses propres aspirations qu'à se conformer aux inégalités de genre qui s'imposent à elle. Les femmes et les mères assurent le maintien de relations conjugales déséquilibrées. C'est ce qu'on peut aussi relever chez Adélaïde, qui a effectué un travail de soi pour assurer le maintien du couple en difficulté. Et cela face au désengagement relatif de son conjoint, alors qu'elle-même devait s'ajuster à des impératifs professionnels et familiaux. Donc, si je récapitule ce qu'on a dit jusqu'ici, le développement personnel est plutôt mobilisé par des gens qui sentent un désajustement entre leur vie et leurs aspirations. Un réajustement peut se faire, mais au prix d'un investissement temporel et financier souvent sous-estimé par ses adeptes. Et pour finir, on va voir qu'en fait, le développement personnel permet surtout de s'ajuster à la vision dominante du bonheur, du succès et de la réussite. Et donc, rêve grand,
mais pas pour impressionner les autres. Rêve grand parce que déjà tu te sens vivant, parce que ça te fait te bouger. Quand tu te lèves le matin, tu sais pourquoi t'avances. Le développement personnel repose sur une idée simple mais terriblement puissante. Le bonheur et l'épanouissement sont accessibles à tout le monde. Alors oui, il faut être capable de rêver grand, travailler sur soi-même et faire des efforts, mais il n'empêche que tout le monde a la possibilité de cultiver ce rêve. Si j'appuie sur le bon levier, il y a un lion qui sort. Si j'appuie sur le bon levier, il y a une lionne qui sort. Aiko Royer-Galante observe d'ailleurs qu'à force de travailler sur eux-mêmes, ces enquêtés commencent à accumuler ce que les sociologues appellent des capitaux non certifiés. Ça peut être des savoir-faire, comme c'est le cas pour Adélaïde, qui développe des compétences de gestion des émotions, d'introspection ou d'organisation. Ça peut être des nouvelles relations. Plusieurs enquêtés travaillent par exemple à créer des liens avec des gens considérés comme inspirants. Et ça peut être aussi une reconnaissance symbolique. Aujourd'hui, Adélaïde ne se définit par exemple plus comme une institutrice, mais plutôt comme une romancière. Elle a écrit un livre, elle aimerait en écrire un deuxième et continuer dans cette voie. Pour Adélaïde, comme pour d'autres indépendants que j'ai pu avoir, être indépendant, c'est aussi utiliser cette mise en récit de la réussite comme manière de se légitimer face à leurs potentiels clients et comme manière de se légitimer aussi eux-mêmes en tant que nouvel indépendant. Le modèle que propose David Laroche leur permet de valoriser symboliquement cette nouvelle position et de s'investir dans la figure de l'entrepreneur, nouvelle figure héroïque populaire. Devenue une véritable entrepreneuse d'elle-même, Adélaïde a su formuler son rêve afin de s'affirmer dans ce qu'on appelle le nouvel esprit du capitalisme. Il s'agit en gros de la manière dont le capitalisme s'est renouvelé en valorisant l'autonomie, la créativité, la flexibilité, sans remettre en question les logiques d'exploitation. Dans la vidéo précédente par exemple, on avait vu comment être au chômage est devenu immoral dans une époque où tout le monde a la possibilité de devenir auto-entrepreneur. Eh bien, le capitalisme a également colonisé la question du bonheur en faisant un enjeu moral. À partir du moment où être heureux dépend d'un travail sur soi, alors être malheureux devient suspect. Ça devient la preuve d'un manque de travail, d'un refus de prendre son destin en main. Si tu te dis que c'est mort, eh ben c'est mort. Et donc du coup, t'as déjà la réponse, t'as pris ton rêve et tu l'as écrabouillé. Le problème, c'est que le développement personnel repose sur l'illusion qu'on serait tous égaux puisqu'on aurait tous des rêves à accomplir et des obstacles à surmonter. Finalement, peu importe les inégalités, les horreurs ou les violences qu'on a vécues, chaque événement de la vie peut et même doit être considéré comme une opportunité de s'accomplir. Martin Seligman, le grand penseur de la pensée positive, a par exemple participé à développer des programmes de développement personnel pour lutter contre le syndrome post-traumatique des soldats de l'armée américaine. Il a même inventé la notion de post-traumatic growth, l'épanouissement post-traumatique. Alors, quand vous avez tué quelqu'un, quand votre meilleur ami a été tué dans un combat, c'est une occasion de s'épanouir. Quand vous avez été licencié, c'est une occasion de s'épanouir. Quand vous avez divorcé, c'est une occasion de s'épanouir. Et je crois que l'exemple le plus parlant de ça, c'est Caroline Receveur et David Laroche qui parlent du cancer comme d'une opportunité. Ça a été quoi en fait le plus challengeant pour toi dans cet événement ou cette série d'événements? Et évidemment, c'est admirable d'être capable de se relever et de continuer à vivre après avoir traversé les pires galères. Mais le problème, c'est quand l'injonction à la réalisation de soi invite à ignorer les souffrances des autres. Donc il s'agit d'effacer ce que Emmanuel Levinas appelait le scandale de la souffrance. Sans scandale de la souffrance, il n'y a pas non plus, je pense, de conscience politique ou d'action politique possible. Et le piège, c'est que non seulement ces discours sont très répandus, très rassurants et très agréables à entendre, il faut de la détermination, de la résilience, et avec ça, vous réussirez toujours. Mais en plus de ça, ils ont un impact sur notre conception du monde et notre empathie pour les autres. Aiko Royer-Galante observe qu'après une démarche de développement personnel, ces enquêtés ont tendance à considérer que tout le monde pourrait et même devrait faire comme eux. Adélaïde va créer une dichotomie entre ses amis qui se victimisent et elle qui a pris ses responsabilités. Tout le monde, même si elle émet des doutes sur ce point, pourrait, selon elle, se prendre en main et sortir de son petit confort. Tu peux pas à chaque fois dire là je croise les doigts, tu croises les doigts, arrête de croiser les doigts, quoi. Décroise les doigts. Il y a des gens qui responsabilisent des événements extérieurs à leur propre capacité, volonté, travail. Et il faut bien comprendre que le fait d'aller culpabiliser son entourage, c'est pas une maladresse de quelques individus qui manqueraient d'empathie. C'est le cœur du message de David Laroche. Travailler sur soi-même est vendu comme une manière de pouvoir influencer les autres. Combien ça vaut de se lever le matin et d'inspirer nos enfants, notre femme, notre mari, nos parents, les gens dans le monde, nos clients? Comme dit Gandhi, ma vie est mon message. Combien ça vaut de se lever le matin, de faire tout pour se créer une vie inspirante
différentes et que sans rien faire, il y a des gens qui se disent waouh, s'il peut le faire, si elle peut le faire, je vais le faire aussi. Cette séparation qui se fait entre les gens qui se prendraient en main et les autres qui se laisseraient aller correspond à ce que la sociologue Scarlett Salman appelle une nouvelle méritocratie du travail sur soi. Et donc finalement, la manière dont tu travailles à ton propre épanouissement devient un terrain de distinction sociale comme un autre, avec des dominants et des dominés. Pour schématiser, t'aurais une sorte de bourgeoisie du bonheur qui va avoir les moyens d'investir dans la version premium du travail sur soi, avec une routine psy, matcha, pilates, et une sorte de prolétariat ou de classe moyenne du bonheur pour qui le développement personnel apparaît comme une solution pas chère de travailler sur soi. La démarche de développement personnel apparaît comme une opportunité biographique dans le cadre d'un champ des possibles restreint. Adélaïde va faire sienne l'idée de David Laroche que chaque individu peut aspirer à des rêves. Et on en revient à la puissance de la notion de rêve chez David Laroche. La possibilité de pouvoir imaginer un futur meilleur et en plus d'avoir une prise dessus, c'est une pensée extrêmement rassurante. Et même si ça semble inatteignable ou aliénant, remettre en question les rêves d'Adélaïde reviendrait à la priver de cet espoir de connaître un jour le bonheur. Dans 10 ans, tu te dis j'ai peut-être pas réalisé tous mes rêves, mais je suis devenu l'homme ou la femme que je rêvais de devenir. Et ça a plus de valeur que n'importe quel rêve. Donc au final, même si j'ai assez peu de points communs avec Adélaïde, il y a pas mal d'aspects de son histoire dans lesquels je me reconnais. Notamment parce qu'elle témoigne d'une vision dominante de la recherche du bonheur à laquelle personne n'échappe vraiment. Et si le développement personnel sauve des gens, c'est au prix d'un certain nombre d'investissements, voire de sacrifices. Et finalement, je pense que ce genre de démarche permet moins de s'émanciper que de rentrer dans le rang, en s'ajustant à des attentes sociales qui peuvent être écrasantes, ou à un idéal du bonheur bien souvent inatteignable. Si t'as envie de découvrir d'autres profils que celui d'Adélaïde, je te mets les travaux d'Aiko Royer-Galante en description. Franchement, allez lire ça, c'est passionnant. Dans les prochaines vidéos, on continuera d'ailleurs à explorer ces injonctions au bonheur et à la réalisation de soi, pour voir notamment comment tout ça est désormais mobilisé au sein des entreprises. Alors si tu veux pas rater ça, pense à t'abonner, et sur ce, continuez à vous poser des questions, à politiser ce qui vous entoure. Ciao!